Encore un mot sur cette guerre en Ukraine. J'étais content de recevoir un texte de Rovelli qui dit que donner des armes à l'Ukraine, c'est s'enfoncer dans la guerre, etc. Bref, qui parle d'une logique de guerre à laquelle il faudrait opposer un point de vue de paix, de négociation. J'étais assez content car ça concorde tout à fait avec ma dernière vidéo là-dessus, quand je parlais de double mortification. On a deux entités mortifiées et je voudrais préciser, aller plus loin un petit peu que simplement logique de guerre, logique de paix. Et je pense qu'il faut identifier un peu plus l'événement et les partenaires. Et on a donc deux identités, deux entités narcissiques qui se défendent, et chacune qui défend ce qu'elle pense être. La Russe défend ce qu'elle pense être son identité. Et bien sûr, on peut tout résoudre en disant, mais non, la Russie, c'est symbolisé par un fou qui frappe comme un fou n'importe qui, etc. Et alors l'explication par la folie est toujours disponible, mais je crois qu'elle évite de comprendre le problème. Et d'ailleurs, même un fou qui fait ce qu'on croit être n'importe quoi, et il faut quand même essayer de s'en approcher, de comprendre, justement. Et on s'aperçoit toujours que ce n'est pas n'importe quoi. Donc, ces deux entités, et voilà que l'ukrainienne fait une sorte de diagonale, veut aller avec l'Occident, avec l'Europe, et la Russe dit non, car cette liberté porte atteinte à ma liberté ou mon identité, etc. Et ça veut dire très concrètement que dans l'idée que les dirigeants russes, Poutine en tête, se font de l'identité russe, il n'y a pas forcément l'Union soviétique, l'URSS, la nostalgie de l'URSS à rétablir d'urgence. Il y a simplement une entité comme l'Ukraine qui est cousine, presque, enfin sœur, et qui faisait partie, il n'y a pas longtemps, justement de l'Union soviétique. Et si elle accueille les bases de l'OTAN, et si elle a un régime démocratique à l'occidental, ça va mordre sur l'identité russe. Il y a la peur d'être mordu, d'être, vous savez, comme la peur d'un animal. Et en ce moment, c'est les Russes qui mordent sur l'Ukraine, qui mortifient l'Ukraine. Mais au niveau mental, la Russie se sent menacée de morsure, et peut-être de mort sûre, par la présence d'une Ukraine armée par l'OTAN et avec les bases nucléaires de l'OTAN et avec une démocratie qui sera forcément contagieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Finalement, ça a fait peur. On a fait peur à un paranoïaque hyper armé, donc qui explose. Et il faut finalement faire plus attention quand on approche un paranoïaque ou un être à tendance paranoïaque. Et finalement, le cas Poutine nous éclaire aussi sur ce qu'est la folie.
Moi, je ne crois pas à la possibilité de dire quelqu'un est fou et l'autre n'est pas fou. Et il y a des fous dont on s'aperçoit qu'ils sont fous, mais de façon radicale et qui sont parfaitement adaptés à la vie, à la société, qui parlent très bien, qui argumentent, etc. Donc je pense qu'il faut réfléchir en termes d'affolement et de degré d'affolement. Et vous êtes affolé par telle chose, alors vous niez une part de la réalité. Puis vous êtes affolé par une autre, vous niez encore une autre part. Et ainsi de suite. Jusqu'où? C'est ça la vraie question. Jusqu'où peut aller votre déni sans compromettre votre présence à la réalité commune? Et voilà, c'est ça la question de la folie. Et apparemment, il y a des plaques de réalité que M. Poutine est obligé soit de nier, soit de contester, de dire que c'est pas ça. Et bon, et même quitte à inventer d'autres éléments de réalité. Par exemple, qu'il faut dénazifier l'Ukraine, ce que l'Ukraine est un pays nazi. Il y a suffisamment d'éléments qui montrent que ce n'est pas une assertion folle, mais en même temps, dire que c'est un pays nazi, c'est fou, et c'est fou, c'est pas conforme à la réalité, d'autant plus que le fait de l'avoir dit, le fait de dire, voilà, on va casser l'Ukraine pour la dénazifier, a transformé le peuple ukrainien et a mis tout le monde dans le même ensemble patriotique, démocratique, solidaire, etc., où les éléments nazis sont dilués. Et ça ne veut pas dire effacés. Mais en tout cas, l'énoncé lui-même transforme la réalité qu'il décrit. Voilà. Toujours est-il que si on a fait peur à quelqu'un en état d'affolement, mais qu'on affole un peu plus, ben il explose. Et qu'est-ce qu'il veut? Alors, beaucoup de gens visitent le cerveau de Poutine et en sortent avec des informations précises. Et bon, pour ceux qui n'ont pas ce privilège, on est condamné à juste observer ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est que c'est pas sûr que l'objectif soit de conquérir l'Ukraine, à supposer que ce soit possible, ni même d'occuper l'Ukraine. Moi, je dirais, pour l'instant, ce qui apparaît, c'est de rendre la vie en Ukraine de plus en plus difficile, avec, idéalement, la rendre impossible. Et ça, c'est un objectif très lointain. Mais déjà, rendre la vie très, très difficile à vivre, et ben, Poutine y est déjà arrivé. Donc, même si ça nous déplaît, Poutine a déjà atteint son objectif, qui est, si vous faites, chère Ukraine, si vous faites alliance avec nos ennemis, avec ceux qui font alliance pour nous combattre, nous détruire, eh bien, vous allez avoir une vie très difficile. Et à côté de ça, il y a le chef ukrainien, qui est ce Zelensky, qui est on ne peut plus sympathique. Et le peuple qui se défend, qui fuit, qui se protège, qui se terre, qui résiste, tout ça est extrêmement louable. Et à ceci près que ce chef ukrainien s'adresse comme ça à toutes sortes de nations pour leur demander d'entrer en guerre. Et apparemment, son appel n'est pas entendu, mais
les différentes nations donnent de l'argent et des armes. L'Ukraine va être hyper armée et donc capable de résister, donc de prolonger la guerre avec la Russie. Et des stratèges occidentaux espèrent que, enfin certains même m'ont dit, le but ce serait de faire durer la guerre jusqu'à ce que la Russie se fissure, jusqu'à ce qu'elle craque. Est-ce que ça aussi c'est un idéal de certains stratèges? Est-ce qu'il sera atteint? C'est pas sûr du tout. On ne connaît pas la capacité de cohésion et de résistance. Mais en tout cas, grâce à cet armement toujours plus abondant, la guerre va être encore plus dure. Mais l'objectif de Poutine est effectivement déjà réalisé. Voilà. Et il faut comprendre que la notion de guerre identitaire ou la notion d'identité en guerre apparaît comme pertinente dans ce contexte, et le concept d'identité apparaît vraiment opérant et il s'impose dans toutes sortes de situations. Il y a une identité russe qui se sent entamée par les projets d'une autre identité, pays de l'Est, qui veut se libérer, qui veut s'européaniser, et une identité qui se sent comme ça mordue, entamée, explose et va attaquer l'autre identité, lui rendre l'existence très difficile. J'ai écrit autrefois un livre qui s'appelle « De l'identité à l'existence ». Si les identités se contentaient comme ça d'être affichées ou de se comparer, et c'est déjà assez lourd, mais l'enjeu d'une identité, c'est de vous permettre d'exister. Si une identité vous rend l'existence impossible, il faut la revoir. Il y a aussi un détail qui est en fait énorme, c'est que le président ukrainien est juif dans une terre qui est remplie de juifs assassinés dans ce qu'on appelle la Shoah par balle. Et vous voyez que l'histoire va à la fois très vite et lance des symboles qu'on n'est pas toujours prêt à recevoir, comme si l'aspiration à autre chose, et comme ça faisait surgir un des descendants de ces victimes pour le mettre à la tête. Donc pour à la fois, enfin, c'est très énigmatique, pour à la fois dire, bon, ce n'est pas, on n'est plus à cette époque-là, et en même temps, pour dire que la question reste ouverte. La question, non pas du nazisme de l'Ukraine, mais de son passé, voilà, qui est là, mis en exergue, mais pour être à la fois barré, effacé et réaffirmé.